Tout commence par un souffle étranglé enregistré sur une vieille cassette qui grésille encore quand Vincent Ravel découvre le corps d'Élodie Marchal dans la lumière froide du matin, et son esprit se terrain et brise un instant car aucune scène de crime ne devrait ressembler à ce qu'il a fui autrefois. Il se demande comment une ville si tranquille peut cacher une violence qui semble presque calculée, et pourquoi cette cassette semble murmurer son nom alors qu'il ne l'a jamais tenue entre ses mains. Il sent la peur revenir, lourde, familière, presque intime, comme si quelqu'un voulait qu'il entende ce message oublié. Comment une voix enregistrée depuis des années peut-elle décrire un meurtre récent? Et si l'enquête le ramenait vers une vérité qu'il a tenté d'enterrer? Il sent que chaque pas dans cette maison abandonnée ouvre une porte qu'il ne pourra plus refermer. Vincent retourne au commissariat avec la cassette dans la poche et le trajet lui semble interminable, tant le silence amplifie chaque doute qui s'insinue dans son esprit. Il repense au tremblement étrange de la bande, comme si quelque chose voulait encore parler à travers elle, et il se demande pourquoi ce détail lui rappelle des histoires qu'il préférait oublier. Il s'assoit enfin devant son bureau, mais la lampe vacille, comme si la pièce refusait de lui offrir un moment de paix, et il sait que cette affaire ne sera pas simple. Pourquoi Élodie se trouvait-elle liée à une maison abandonnée? Pourquoi personne n'a signalé la moindre agitation? Il sent que la ville cache un nœud qu'il devra trancher, même si cela le blesse. Vincent fait écouter la cassette dans la petite salle d'audio du commissariat, et la voix qui en sort n'a rien d'humain dans sa fragilité, comme si elle avait été enregistrée dans un moment de peur pure. Il ferme les yeux pour mieux distinguer les mots, mais dès qu'il comprend qu'ils décrivent un meurtre presque identique à celui d'Élodie, son cœur rate un battement. Aucun témoin n'a parlé d'une dispute ce soir-là, pourtant la voix la décrit comme si elle l'avait vue. Une vieille date griffonnée sur la bande trouble tout. Comment quelque chose d'aussi ancien peut-il raconter un événement récent? Vincent respire lentement, conscient qu'il vient d'ouvrir une porte impossible à refermer. Vincent retourne sur les lieux du crime au crépuscule, espérant qu'un détail lui ait échappé. Le vent semble porter des murmures lorsqu'il approche la maison abandonnée et son esprit cherche à comprendre. Pourquoi il ressent une présence familière dans ce lieu ruiné? Il observe les marques au sol, les débris, la trace du passage d'Élodie, et il se demande ce qu'elle redoutait tant pour venir ici seule. Il remarque des empreintes anciennes superposées aux récentes, comme si deux époques s'étaient rencontrées. Ce mélange le trouble profondément, et il commence à craindre que la vérité soit plus ancienne que le crime. Sur le chemin du retour, Vincent aperçoit une silhouette près des arbres, et son souffle se coupe lorsqu'il croit reconnaître la démarche de son père. Il hésite, avance de quelques pas, mais la silhouette disparaît comme un souvenir qu'on ne parvient pas à retenir. Cette vision réveille une inquiétude ancienne qu'il tente d'étouffer depuis des années, liée à des secrets familiaux qu'il n'a jamais vraiment affrontés. Pourquoi Samuel serait-il revenu ici? Pourquoi maintenant? Vincent comprend que cette enquête ne concerne pas seulement la vérité d'Élodie, mais aussi la sienne, et cette idée lui glace le sang. Vincent écoute encore la cassette, espérant qu'une nouvelle écoute ferait disparaître l'étrangeté de la voix, mais chaque mot semble au contraire creuser un vide plus profond. La voix tremble comme si la personne savait qu'elle n'aurait jamais la chance d'être entendue. Et cela donne à Vincent l'impression d'être en retard sur une vérité qui le précède depuis longtemps. Il note les respirations, les hésitations, les murmures qui ressemblent à des pas dans un couloir. L'enregistrement décrit une lutte, un cri étouffé, un nom presque effacé. Comment cette bande, si ancienne, peut-elle connaître la mort d'Élodie? Vincent sent monter une angoisse sourde, persuadé que le passé essaie de lui parler avant que quelqu'un ne l'empêche d'écouter. Après plusieurs écoutes, Vincent remarque un bruit de fond qu'il n'avait pas perçu au début. Un cliquetis métallique répété à intervalles réguliers, presque comme une horloge. Il tente de l'isoler,
pensant qu'il pourrait s'agir d'un indice oublié par le temps. L'idée qu'un simple son puisse relier deux époques l'obsède, et il se penche sur le magnétophone avec la même concentration que lors des affaires qui l'ont autrefois hanté. Le cliquetis évoque un lieu étroit, peut-être un vieux local, et surtout, la présence d'une personne qui semble retenir son souffle. Vincent se demande si la cassette était un avertissement, un appel à l'aide ou un piège, et cette pensée serre sa gorge. Vincent décide de confronter Adrien Lorme, persuadé que le propriétaire de la maison connaît l'origine de la cassette point. Lorsqu'il arrive près de l'atelier d'Adrien, l'odeur du métal chauffé envahit l'air et Vincent sent sa nervosité monter. Adrien l'accueille avec un mélange de méfiance et de lassitude, comme s'il attendait cette visite depuis longtemps. Vincent lui parle de l'enregistrement, mais Adrien détourne le regard, affirmant ne rien savoir. Pourtant, une tension étrange flotte entre eux, comme si les mots prononcés réveillaient un souvenir dangereux. Vincent comprend qu'Adrien cache quelque chose, peut-être pas lié au meurtre, mais certainement lié au passé que la cassette fait remonter. La mère Claire Danvers convoque Vince pour qu'il justifie ses méthodes, arguant que l'enquête trouble la tranquillité de la ville. Dans son bureau impeccable, elle tente de l'intimider avec des phrases bien tournées. Mais Vincent perçoit sa nervosité derrière son calme apparent. Claire insiste pour qu'il cesse d'explorer la maison abandonnée, prétextant qu'elle menace de s'effondrer, mais Vincent comprend qu'elle veut surtout éviter que certains souvenirs refassent surface. Il évoque la cassette, et le léger tremblement de sa main trahit quelque chose qu'elle cache avec soin. Il quitte le bureau convaincu que la façade de la ville commence à se fissurer. En fin de journée, Vincent retrouve un détail crucial en réécoutant la cassette. Un souffle brusque suivi d'un murmure qui ressemble étrangement à une phrase qu'il a déjà entendue dans son enfance. Ce choc lui coupe le souffle et il recule de sa chaise, comme frappé par un souvenir enfoui. Il se demande si son père aurait pu enregistrer cette voix ou s'il s'agit d'une simple coïncidence. Cette piste le trouble profondément, l'obligeant à revoir l'histoire qu'il croyait connaître. Si la cassette fait le lien entre le meurtre et son passé, alors l'enquête ne fait que commencer. Vincent retourne à la maison abandonnée avec l'impression oppressante que chaque mur retient un secret étouffé depuis trop longtemps. La cassette la conduit ici comme un fil invisible qu'il n'a jamais choisi de suivre, mais qui semble l'avoir attendu. En observant les meubles brisés et les traces laissées par des pas anciens, il se demande si quelqu'un utilisait cette maison pour cacher une vérité dangereuse. Une odeur d'humidité et de bois pourri l'enveloppe, ravivant des souvenirs d'endroits similaires de son enfance. Il remarque une marque sur le sol, fine et circulaire, comme l'empreinte d'un objet lourd qui aurait été déplacé. Tout semble indiquer que la cassette n'était qu'une partie d'un ensemble. Peut-être existait-il une seconde bande ou un message plus complet. En cherchant d'autres indices, Vincent découvre un tiroir dissimulé derrière une planche décollée. Le bois craque lorsqu'il l'ouvre, révélant une pile de papier jauni et une enveloppe sans nom. En l'examinant, il tombe sur une série de notes qui semblent décrire un plan pour enregistrer plusieurs témoignages, comme si quelqu'un tentait de conserver une vérité que personne ne voulait entendre. Une phrase attire son attention. Il faudra tout dire avant qu'il revienne. Cette idée résonne en lui, rappelant la sensation qu'une partie de l'histoire échappe encore à sa compréhension. Il sent que la ville a construit sa tranquillité sur quelque chose de fragile. Vincent décide d'interroger quelques habitants qui vivaient autrefois près de la maison, mais leurs réponses sont hésitantes, presque trop prudentes. Plusieurs affirment n'avoir rien vu, mais il sent une nervosité ancrée dans leur regard fuyant. Une vieille femme mentionne qu'une famille avait disparu du jour au lendemain, il y a de nombreuses années, sans laisser de traces. Cette affirmation frappe Vincent, qui y voit peut-être le point de départ de la cassette. Il sent une résistance collective, comme si les habitants s'étaient mis d'accord pour oublier. Cette attitude renforce ce sentiment que la vérité a été ensevelie volontairement par toute une communauté. Au retour vers la maison abandonnée,
Vincent aperçoit Claire d'Anvers discuter discrètement avec un homme qu'il ne reconnaît pas. Dès qu'ils remarquent sa présence, ils interrompent brusquement leur échange, ce qui alimente davantage ses soupçons. Ils s'approchent pour leur parler, mais Claire répond avec son calme habituel, prétendant qu'elle inspecte simplement les lieux, par souci de sécurité. Vincent ne croit pas un mot, surtout après avoir découvert les notes dans le tiroir caché. Il sent qu'elle redoute la vérité enfouie, et qu'elle ferait tout pour préserver l'image parfaite de la ville. Cette attitude confirme que son enquête dérange plus que prévu. En rentrant chez lui, Vincent découvre une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur se trouve une seule feuille où figure un message écrit d'une main tremblante. « Tu ne dois pas chercher ce qui a été laissé pour disparaître. » Cette phrase le glace, car elle ressemble au mot murmuré sur la cassette. Il comprend que quelqu'un l'observe, peut-être même depuis le début, et qu'il ne peut plus croire à une simple coïncidence. Il sent que l'affaire prend une tournure plus sombre, reliant passé, disparition et meurtre dans une même ligne de vérité que certains veulent effacer. Vincent sait qu'il vient de franchir un point de non-retour. Vincent retourne à la maison abandonnée avec la conviction que quelque chose s'y cache encore, un fragment de vérité qu'il n'a pas su voir. Le vent froid glisse contre les murs fissurés comme une respiration ancienne, et chaque pas réveille des échos qui semblent murmurer son nom. Il repense au message anonyme et au lien étrange avec la cassette, persuadé que tout remonte à un passé que la ville a tenté d'effacer. En fouillant une pièce qu'il avait négligée, il remarque un vieux magnétophone couvert de poussière, bien plus imposant que celui trouvé plus tôt. Il a l'impression qu'il manque une pièce au puzzle, peut-être une seconde bande qui n'a jamais été retrouvée. Cette idée lui serre la gorge, comme si la vérité avait été volontairement divisée pour mieux disparaître. En examinant l'appareil, Vincent trouve une bande coincée à l'intérieur, trop abîmée pour être lue ici. Il la glisse délicatement dans sa poche, conscient qu'elle pourrait contenir la clé du mystère. Cette découverte le pousse à reconsidérer le rôle d'Élodie. Peut-être cherchait-elle cette bande avant d'être tuée. Lorsqu'il ressort de la maison, son regard tombe sur des empreintes fraîches dans la boue, preuve que quelqu'un est passé récemment. Son cœur s'accélère à l'idée d'être suivi, ou pire, devancé. Il se demande combien de personnes savent ce que contiennent réellement ces enregistrements, et pourquoi elles veulent les garder enterrés. Il sent que la ligne entre passé et présent devient de plus en plus floue. Vincent rend visite à son père pour la première fois depuis des mois, incapable d'ignorer les souvenirs que la cassette réveille en lui. Samuel l'accueille avec un mélange de fatigue et de méfiance, comme s'il savait que cette rencontre serait douloureuse. Vincent lui montre la bande abîmée, et le léger tremblement dans les mains de son père suffit pour comprendre qu'il reconnaît quelque chose. Samuel évite ces questions, prétendant ne pas vouloir réveiller de vieilles histoires. Mais Vincent sent une vérité plus sombre, peut-être liée à cette famille disparue des années plus tôt. Le silence entre eux devient lourd, comme si une partie de leur passé menaçait de remonter à la surface. Plus tard, Vincent retourne examiner le dossier de la famille disparue, convaincu que leur histoire est liée à la cassette. Il découvre que le père de cette famille travaillait autrefois au service des archives sonores de la ville, un détail qui lui glace le sang. Les dates coïncident trop bien pour être un hasard. Il imagine ces enregistrements comme un dernier acte de résistance, un moyen de laisser une trace avant que la ville ne referme ses portes sur eux. Vincent comprend que quelqu'un a voulu effacer ses voix, tout comme il essaie aujourd'hui de l'empêcher de trouver la vérité. Ce lien renforce son sentiment que l'enquête dépasse largement le meurtre d'Élodie. Alors qu'il marche vers sa voiture, Vincent remarque de nouveau une silhouette près des arbres, si immobile qu'elle semble faire partie du paysage. En s'approchant, il comprend qu'il ne s'agit pas de son père, mais d'un homme qu'il n'a jamais vu, le même que celui qui parlait avec Claire Prun. La silhouette disparaît avant qu'il n'ait pu la questionner, laissant derrière elle un silence presque sonore. Vincent sent l'étau se resserrer, comme si chaque pas vers la vérité éveillait une vigilance hostile dans l'ombre. Il sait maintenant que quelqu'un le surveille, mais surtout qu'il veut le ralentir.
Cette présence confirme que la seconde bande doit contenir une vérité que plusieurs craignent encore. Vincent passe la nuit entière à tenter de restaurer la bande abîmée, mais chaque tentative ne fait qu'ajouter un grésillement de plus, comme si la vérité refusait d'être révélée. Pourtant, entre deux souffles déformés, il distingue une phrase répétée avec une urgence presque désespérée, et cela réveille en lui un souvenir qu'il aurait préféré garder enfoui. Il comprend que cette voix cherchait à prévenir quelqu'un d'un danger imminent, peut-être la disparition de cette famille, peut-être un acte qui allait tout changer. Les mots semblent adresser un avertissement précis, mais le temps a mangé les syllabes, rendant la compréhension douloureuse. Vincent sent qu'il ne manque plus qu'un élément majeur pour que tout s'éclaire. En cherchant à combler les manques de la bande, Vincent retourne dans les archives sonores de la ville pour comparer des extraits anciens. L'écho des voix du passé, stockées sur des étagères oubliées, résonne dans la pièce comme des fragments d'histoire abandonnés. Il remarque un registre manquant, précisément celui correspondant à l'année où la famille avait disparu. Cette absence n'est pas un hasard. Il sent la certitude grandir en lui. Quelqu'un a voulu effacer des traces, mais pas assez vite. Le moindre écart entre les archives et les enregistrements devient pour lui une pièce du puzzle, et il comprend que la cassette n'était qu'un message parmi d'autres qui n'ont jamais été retrouvés. Vincent décide de parler une dernière fois à Adrien, persuadé que cet homme connaît la raison pour laquelle la maison abandonnée était utilisée. Lorsqu'il le trouve dans son atelier, Adrien semble plus nerveux que d'habitude, comme si le poids des années commençait à l'écraser. Vincent l'interroge sur la famille disparue et sur son lien possible avec le magnétophone retrouvé. Adrien finit par avouer qu'il a entendu autrefois des cris et des voix provenant de cette maison, mais qu'il n'a jamais osé intervenir. Il affirme avoir vu des hommes entrer et sortir la nuit, transportant ce qui ressemblait à des caisses d'enregistrement. Cette révélation glace Vincent, qui comprend que la cassette n'était qu'un fragment d'un ensemble plus vaste. Claire Danvers convoque Vince une nouvelle fois, plus tendu que jamais, lui reprochant de fouiller dans des affaires anciennes qui auraient dû rester closes. Elle se justifie en prétendant vouloir protéger la ville, mais Vincent perçoit, dans son regard, une peur profonde, presque personnelle. Il comprend qu'elle sait quelque chose sur les disparitions, et peut-être même sur la cassette. Lorsqu'il évoque la seconde bande, Claire pâlit et détourne les yeux, signe incontestable qu'elle ment. Vincent réalise que la vérité menace non seulement la réputation de la ville, mais aussi la stabilité de ceux qui la dirigent. Cette confrontation lui confirme qu'il doit aller jusqu'au bout, même si cela lui attire des ennemis influents. En quittant la mairie, Vincent reçoit un appel inconnu. Une voix basse lui dit de venir seul près de l'ancienne gare, prétendant avoir des informations sur la famille disparue. Son cœur se resserre, partagé entre la méfiance et l'espoir d'un indice final. Lorsqu'il arrive sur place, l'endroit semble figé dans le temps silencieux et désert. Une silhouette l'observe depuis l'ombre avant de se dissoudre dans l'obscurité, laissant derrière elle un petit paquet posé sur un banc. À l'intérieur, il trouve un morceau de bande audio soigneusement emballé. Cette découverte le frappe comme une évidence. Quelqu'un veut l'aider, mais reste caché. Vincent comprend que le dernier chapitre du mystère est sur le point de s'ouvrir. Vincent assemble enfin les fragments des deux bandes, et la vérité surgit d'un souffle tremblant qui révèle bien plus qu'un simple meurtre. La voix raconte comment une famille entière a été réduite au silence, après avoir découvert des agissements criminels liés à des notables de la ville. Le cœur de Vincent se serre lorsqu'il entend un nom prononcé dans la confusion, un nom qu'il connaît trop bien. Il comprend que l'enregistrement n'était pas une confession, mais un appel à l'aide noyé dans la peur. Chaque mot résonne comme un adieu laissé à quelqu'un qui n'est jamais venu écouter. Cette révélation lui donne l'impression de marcher sur une ligne fragile entre justice et vérité, une ligne que d'autres ont tenté de briser. En réécoutant la bande complète, Vincent découvre un passage où la voix décrit un témoin inattendu, un enfant qui aurait survécu à la nuit des disparitions. Le narrateur murmure que cet enfant devait être protégé,
car il détenait malgré lui la clé des événements. Un frisson parcourt Vincent lorsqu'il réalise que ce survivant pourrait être lié à son propre passé, peut-être même à l'exil soudain de son père. Cette idée l'ébranle profondément. Il comprend que l'histoire d'Élodie n'est qu'un maillon dans une chaîne d'injustice qui s'étend sur des décennies. Le mal qu'il affronte n'est pas récent, il est enraciné dans la mémoire même de la ville. Décidé à confronter la vérité, Vincent retourne voir Samuel. Cette fois, son père ne peut plus esquiver. Le regard lourd, il avoue avoir connu la famille disparue et avoir tenté de les aider avant d'être menacé par les mêmes hommes qui contrôlaient la ville autrefois. Samuel explique qu'il avait trouvé la bande originale, qu'il n'avait jamais osé la révéler par peur de mettre en danger son propre fils. Vincent écoute en silence, partagé entre colère et compassion. Les mots de son père confirment ce qu'il craignait. La cassette que tient Vincent est le dernier éclat d'une lutte désespérée. Il comprend que la culpabilité a rongé Samuel pendant toutes ces années. Vincent décide ensuite de confronter Claire d'Anvers avec la vérité découverte sur les bandes. Lorsqu'il entre dans son bureau, elle tente d'abord de dissimuler sa nervosité derrière un calme fin. Mais dès qu'il évoque la famille disparue et les années de silence imposées, son masque se fissure. Elle avoue d'une voix brisée qu'elle a protégé les responsables pour préserver la ville d'un scandale qui aurait tout détruit, y compris sa propre carrière. Vincent comprend alors que la ville a bâti sa tranquillité sur une injustice profonde. Claire tente de se justifier, mais il sait que ces mots ne suffiront pas à effacer les dommages causés. Pour la première fois, elle semble affronter les conséquences de ses actes. Alors que la nuit tombe, Vincent retourne à l'ancienne gare, espérant trouver enfin celui qui lui a laissé le morceau de bande. Dans le silence oppressant, il aperçoit le mystérieux homme qui sort de l'ombre. L'homme admet avoir fait partie du groupe chargé de faire disparaître la famille, mais confesse avoir fini par regretter ses actes. Il affirme que la cassette était leur tentative ultime de laisser une trace, un appel à la justice. Il dit à Vincent que le meurtre d'Élodie n'était pas un hasard. Elle avait retrouvé la seconde bande. Avant que Vincent ne puisse en savoir plus, l'homme s'éloigne dans l'obscurité, comme s'il se sentait déjà condamné. Vincent comprend que la confrontation finale approche. À l'aube, Vincent retourne une dernière fois à la maison abandonnée, décidé à rassembler toutes les pièces du puzzle avant qu'elles ne disparaissent à nouveau dans l'ombre. Le silence qui enveloppe les lieux semble presque respectueux, comme si les murs eux-mêmes attendaient d'être enfin libérés de ce qu'ils portent depuis des années. Il repense aux aveux du mystérieux homme, aux paroles de Claire, au secret de son père, et comprend que cette affaire dépasse depuis longtemps le meurtre d'Élodie. Il sait qu'il porte sur ses épaules la dernière chance de rendre justice à ceux qu'on a voulu effacer. En entrant, il ressent pour la première fois une force intérieure calme, comme si la vérité lui avait enfin donné permission d'avancer. Vincent installe les deux bandes côte à côte, comme pour affirmer que le passé et le présent doivent enfin se rejoindre. Lorsqu'ils les écoutent ensemble, une cohérence nouvelle apparaît. Les deux voix se répondent, l'une décrivant la peur en direct, l'autre tentant de laisser une trace avant la disparition. Ce dialogue fantôme l'émeut profondément. Il comprend que ces personnes ont risqué leur vie pour que quelqu'un, un jour, entende la vérité. Chaque syllabe résonne comme une demande de justice. Vincent sent sa gorge se serrer, conscient qu'il est devenu celui à qui ces voix s'adressaient sans le connaître. Il doit maintenant transformer leur murmure en lumière. Avec les preuves réunies, Vincent retourne voir Claire d'Anvers pour lui annoncer qu'il va tout remettre aux autorités supérieures. Elle tente d'abord de le dissuader, arguant que révéler ses crimes détruirait l'équilibre fragile de la ville. Mais Vincent, désormais libéré de ses doutes, refuse de reculer. Il lui explique que le silence a coûté trop cher et que la mémoire des disparus mérite enfin un nom. Claire finit par baisser les yeux, consciente que la vérité la rattrape. Dans ce moment suspendu, Vincent comprend que c'est la fin d'un règne construit sur la peur et les mensonges. Il quitte la pièce avec une détermination nouvelle. Avant de transmettre officiellement les bandes,
Vincent retourne voir Samuel, espérant lui offrir un peu de paix. Il lui raconte ce qu'il a découvert. Comment la famille disparue avait essayé de sauver son enfant. Comment les enregistrements étaient leur ultime résistance. Samuel écoute en silence, les yeux embués. Il murmure qu'il aurait dû agir plus tôt, mais Vincent lui assure qu'il a déjà trop souffert du poids de sa culpabilité. Pour la première fois, un apaisement fragile s'installe entre eux, comme une cicatrice qui accepte enfin de se fermer. Vincent réalise que même si la vérité fait mal, elle peut aussi réparer. Quelques jours plus tard, les autorités lancent une enquête officielle, et la ville se retrouve forcée d'affronter ce qu'elle avait enfoui. Vincent observe depuis la place centrale les visages bouleversés de ceux qui apprennent enfin la vérité. Il sait que rien ne ramènera Élodie ni la famille disparue. Mais il sent que leur voix, portée par les bandes, a enfin trouvé une oreille capable de comprendre. Un calme étrange s'installe en lui, fait de tristesse et de soulagement mêlés. En quittant la place, il se dit que la vérité n'a pas pour mission de guérir, mais de permettre d'avancer. Et pour la première fois depuis longtemps, il avance sans regarder derrière lui.